Je suis assise à la table de la cuisine de mes parents, sur cette même surface en érable où j'ai fait mes devoirs pendant 15 ans, et je remarque combien le vernis est usé aux endroits où nos assiettes ont toujours été posées. Maman s'affaire au fourneau, jetant des regards périodiques à papa, qui verse le vin avec une générosité inhabituelle. Encore un peu de gratin dauphinois, Hélène? Demande maman, sa voix anormalement aiguë. Non, merci, ça va. Je la regarde entasser une deuxième portion dans l'assiette de Thomas, sans même attendre sa réponse. Mon frère le remarque à peine, ses pouces tapotant furieusement sur l'écran de son téléphone. Sa femme, Jessica, s'agite autour de leur fils de 8 ans, Mathis, coupant sa viande en carrés précisément égaux. N'est-ce pas agréable? Tous ensemble un mardi soir? Poursuit maman en lissant son tablier. C'est si rare de nos jours avec les emplois du temps de chacun. Je hoche la tête, prenant une gorgée de vin pour masquer ma grimace. Un dîner de famille, un mardi soir sans occasion particulière. La belle vaisselle en porcelaine de Limoges, la montre de retraite de papa brillant à son poignet. Les boucles d'oreilles en perles de maman qui ne sortent que pour la messe et les grandes occasions. Quelque chose ne va pas. Thomas et papa échangent un regard. Maman laisse tomber sa fourchette avec un cliquetis. Hélène. Maman s'éclaircit la gorge. Nous devons discuter de quelque chose d'important concernant l'avenir de Mathis. L'atmosphère change. Je pose mon verre. Papa fait glisser un document d'apparence officielle sur la table vers moi. En tête de banque. Paperasse de prêt. Mon estomac se noue tandis que je parcours la première page. Accord de cosignature pour un plan d'épargne-études de 40 000 €. Ce n'est qu'une formalité, dit Thomas, posant son téléphone pour la première fois de la soirée. Son ton répété me hérisse le poil. La banque a besoin d'une deuxième signature avec un bon dossier de crédit. Quelqu'un de responsable. Le compliment sonne creux. Je tourne à la deuxième page, où mon nom est déjà tapé dans le champ du cosignataire. « Tu as enfin reçu ta prime !» dit maman en attrapant ma main. Ses yeux s'emplissent de larmes bien entraînées. La famille, c'est fait pour s'entraider. La prise de conscience fleurit, froide, dans ma poitrine. Ce dîner n'avait rien de spontané. L'invitation. La vaisselle de fête. Ce mardi soir inhabituel. Un guet-apens calculé. Il planifie cela depuis des semaines. Je regarde mon neveu, Mathis. Il pousse innocemment ses petits pois pour former des motifs dans son assiette, ignorant qu'il est le pion émotionnel dans le jeu de ce soir. La cuisine se dissout autour de moi, remplacée par les néons de la pharmacie Dupont, il y a 12 ans. Moi, à 16 ans, comptant des pilules dans des flacons après l'école, pendant que les autres, allaient au match de foot. Mes manuels scolaires étalés sur la table de la salle de pause, pendant mes 30 minutes de dîner, révisant pour les épreuves du bac qui pourraient me valoir des bourses. Mes parents ne sont jamais venus à mes concours de sciences. Mais les matchs de foot de Thomas? Ils avaient fait faire des pulls personnalisés? Le jour où ma lettre d'acceptation pour une bourse d'excellence est arrivée, maman avait levé les yeux de la préparation du plat préféré de Thomas. « C'est bien, ma chérie. Peux-tu mettre la table ?» 2 mois plus tard, ils organisaient une fête de départ pour Thomas, avec 50 invités pour son entrée en école de commerce. J'ai célébré ma bourse seule avec un unique éclair au chocolat acheté à la boulangerie, où j'avais pris un travail d'été. Le taux d'intérêt est raisonnable, dit papa maintenant, tapotant le papier de son index, me ramenant au présent. Et l'avenir de Mathis dépend de cette basse. Ma gorge se serre. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. La mâchoire de Thomas se contracte. Le rendez-vous à la banque est déjà fixé pour jeudi. Jeudi? Ma voix s'élève. C'est dans 2 jours. Après tout ce que nous avons fait pour toi, intervient maman, s'épongeant les yeux avec une serviette. Je manque de rire.
Qu'avait-il fait exactement? J'ai payé mes études universitaires avec des bourses et des petits boulots. 60 000 € de prêts étudiants que j'ai finalement remboursés le mois dernier. Pas de co-signataire sur ces papiers-là. Papa se penche en avant, sa voix baissant pour prendre ce ton autoritaire qu'il utilisait quand je rentrais après le couvre-feu. C'est ce que fait une famille, Hélène. Excusez-moi, je marmonne en repoussant ma chaise. Les toilettes? Je verrouille la porte derrière moi, m'agrippe au bord froid du lavabo et m'asperge le visage d'eau. Dans le miroir, les yeux de ma grand-mère me fixent. Maminou, qui a élevé seule 3 enfants après la mort de grand-père, qui m'a appris à me tenir droite quand il semblait plus facile de me recroqueviller. Ta vie t'appartient en premier, me chuchotait-elle quand je pleurais, parce que Thomas avait la plus grande chambre, le vélo le plus neuf, les éloges les plus bruyants. Mes mains tremblent alors que je me sèche le visage. Ils s'attendent à ce que je retourne là-bas et que je signe pour aliéner mon avenir financier pour un neveu dont le fonds d'études aurait dû être commencé par ses parents il y a des années. Pour un frère qui ne m'a jamais aidé une seule fois. Pour des parents qui me voient comme le plan de secours fiable. Je redresse mes épaules, la force de ma grand-mère s'écoulant dans ma colonne vertébrale. Le rendez-vous de jeudi à la banque est déjà dans leur agenda. Mais ma réponse n'a pas à être celle qu'ils ont programmée. Avez-vous déjà été pris en embuscade par votre famille attendant votre soutien financier? Ce moment où vous réalisez que l'invitation à dîner décontractée était en fait un piège soigneusement orchestré? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Le lendemain matin, le soleil traverse les stores de mon appartement lyonnais alors que je fixe l'écran de mon ordinateur portable. Mon café oublié à côté de moi. Mes doigts planent au-dessus du clavier, figés par ce que je vois. Accès au compte, 18h42 mardi. Le portail des avantages sociaux de l'entreprise enregistre chaque connexion. Hier, des heures avant le dîner de famille décontracté, quelqu'un a consulté les détails de ma prime depuis une adresse IP que je ne reconnais pas. Je prends mon téléphone, faisant défiler jusqu'à un contact que j'utilise rarement. 3 sonneries. Service comptabilité. Sylvia à l'appareil. Bonjour Sylvia. C'est Hélène Chevalier. Une petite question. La fille de Catherine Martin travaille toujours à l'info. Hermatique? Une pause. Léa? Oui, mais de quoi s'agit-il? Les pièces s'emboîtent comme un puzzle que je n'ai jamais voulu résoudre. Léa Martin, la fille de la meilleure amie de ma mère, la femme qui envoie des cartes d'anniversaire à maman chaque année? Qui travaille à la sécurité informatique? Je vérifiais juste. Merci. Je raccroche avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. Mon relevé bancaire le montre clairement. 15 200 € déposés vendredi dernier. Le montant exact que maman a mentionné au dîner, au centime près. Il savait précisément ce que j'avais. Mon téléphone vibre. Encore Thomas, son 5e appel depuis que je suis partie hier soir. Je le laisse tomber sur la messagerie, puis j'ouvre mes SMS. Je remonte de plusieurs semaines, trouvant la discussion de groupe que j'avais mise en sourdine il y a longtemps. Thomas. Elle vient de recevoir sa prime. Maman a confirmé le montant. La stratégie du dîner est toujours Quitualité pour mardi? Papa. Confirmé. Ta mère prépare son plat préféré. Thomas. Parfait. Elle ne verra rien venir. Mon estomac se tord comme si on m'avait donné un coup de poing. Je claque l'ordinateur portable et me dirige vers mon placard, sortant la vieille boîte en carton que j'ai déménagée avec moi dans chaque appartement depuis l'université. À l'intérieur, sous les albums de promo et les diplômes, je trouve mon journal intime d'enfance à la serrure cassée. 14 mai. Maman et papa ont acheté une voiture à Thomas pour son bac. Ils m'ont donné une carte avec 50 €. 3 septembre, j'ai manqué mon concours de physique parce que Thomas avait un match amical. Papa a dit « Il y aura d'autres concours ». 25 décembre.
Thomas a eu le nouvel ordinateur. J'ai eu des vêtements pour la rentrée. Page après page de favoritisme documenté, écrit dans une écriture de plus en plus petite, comme si j'essayais de faire en sorte que mes plaintes prennent moi, hens de place, tout comme je le faisais toujours à la maison. Au fond de la boîte se trouve un dossier de documents de prêt. Mon nom seul sur chaque page. Pas de co-signataire. Pas de soutien parental. Mon téléphone sonne à nouveau. Thomas. Quoi? Je lance, répondant contre mon gré. Tu dois arrêter d'être difficile, dit-il, sans même dire bonjour. Maman pleure depuis ce matin. Je ne signerai pas ces papiers. La famille, ça s'entraide, Hélène. Que dirait Maminou si elle te voyait être si égoïste? La mention de ma grand-mère fait bouillir mon sang. N'ose pas utiliser Maminou contre moi. Elle m'a appris à me débrouiller seule, quelque chose que tu n'as jamais appris. Écoute, Mathis en a besoin. C'est son avenir. Pourquoi est-ce que toi, maman ou papa, ne pouvez pas vous porter garant? Pourquoi moi? Sa pose me dit tout. Parce que ton score de crédit est meilleur, admet-il finalement. La retraite de papa a affecté leur score. Et Jessica, eux, tes moi avons le prêt de la maison. Donc je suis le plan de secours. Tu es dramatique. Papa dit que tu fais honte à la famille. Les gens à la paroisse posent des questions. Ma sonnette retentit. Je regarde par le Judas et vois Jessica, parfaitement coiffée comme toujours. Je dois y aller, je marmonne en raccrochant. Avant que je puisse décider si je vais ouvrir la porte, mon téléphone sonne avec un email du travail. De Janice, des RH. Tout va bien? J'ai reçu un appel préoccupant d'un de vos proches concernant une période difficile que vous traversez. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Ils appellent mon lieu de travail maintenant? La sonnette retentit à nouveau, plus insistante. Cependant, je n'ouvre pas et je me prépare pour aller travailler, car j'avais une réunion plus tard dans la matinée. Au bureau, plus tard, Marguerite du laboratoire de recherche s'installe sur la chaise à côté de mon bureau. À 62 ans, elle a tout vu. Ses BO, hucles, poivre et sel encadrent un visage qui ne tolère pas les imbéciles. On dirait que tu n'as pas dormi, dit-elle en me tendant un café. Problème de famille? J'hésite. Comment le savez-vous? Votre frère a appelé la réception pour demander de vos nouvelles. Quelque chose à propos d'une urgence familiale? Elle se penche plus près. J'ai dit à la réception que vous étiez en réunion toute la journée. Merci, je murmure, le soulagement m'envahissant. C'est compliqué. La famille l'est généralement. Les yeux de Marguerite se plissent. Ma sœur a essayé la même chose quand notre père était mort. Elle voulait que j'hypothèque ma maison pour sauver la sienne. Elle pointe un doigt vers moi. Les gens qui utilisent la famille comme une arme ne méritent pas votre sacrifice. Mon téléphone vibre avec un SMS de ma meilleure amie, Chloé. Juste pour prendre des nouvelles. On dîne ensemble ce soir? Avant que je puisse répondre, le nom de Thomas clignote sur mon écran. Hélène, il faut qu'on parle. J'ai déjà dépensé une partie de l'argent du fonds d'études pour... Je refuse l'appel, mon cœur battant à tout rompre. Il a déjà dépensé l'argent? De l'argent qui n'existe pas encore? Le téléphone de mon bureau sonne. Un numéro local que je ne reconnais pas. Bonjour Hélène, c'est Marc Dubois du Crédit Lyonnais. Je vous appelle au sujet du compte familial mentionné par votre père. Je raccroche, les mains tremblantes. Ce soir-là, le numéro de ma mère apparaît sur mon téléphone. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je refuse une invitation à un dîner de famille. Je ne peux pas venir ce soir, dis-je fermement. Ni jeudi. Hélène, c'est Catherine Chevalier. Sa voix se brise. Tu brises le cœur de ton père. Je termine l'appel et remarque quelque chose d'étrange. Mes mains ont cessé de trembler. Le lendemain matin, Thomas apparaît dans le hall de mon immeuble. Sa voix résonne dans l'atrium. Je dois
Est-ce voir ma sœur? C'est une urgence familiale. Mes collègues regardent, tandis que je le rejoins au bureau de la sécurité. Tu dois partir, je lui dis. Assez fort pour que tout le monde entende. Pas avant que tu n'acceptes de signer ces papiers. Siffle-t-il. Non. Le mot semble étranger mais puissant sur ma langue. La réponse est non. Alors que la sécurité le raccompagne dehors, je sens le poids des regards et des chuchotements. Mais je redresse mes épaules et retourne à mon bureau. Ce dimanche-là, le tableau d'affichage de l'église se dresse devant moi, affichant les annonces familiales dans une écriture joyeuse. À peine ai-je franchi les lourdes portes en bois que l'oncle Roger se matérialise à mon coude. « Voilà ma nièce préférée, » dit-il, sa main se refermant sur mon épaule. « Ta mère me dit que tu as du mal à comprendre les obligations familiales. » Avant que je puisse répondre, tante Sylvie apparaît de l'autre côté. Mathis est un garçon si bête, il lent. Dommage que son potentiel soit gâché par l'orgueil. Leur attaque coordonnée se poursuit pendant le café après la messe. Des parents apparaissent, avec des arguments répétés chaque fois que j'essaie de m'échapper. Le père Michel me coince même à côté de l'étagère des cantiques. La Sainte Bible nous dit que la famille passe avant tout, Hélène. Tes parents ont beaucoup prié à ce sujet. Ah. Mon estomac se noue. Des prières concernant mon compte en banque. Comme c'est pratique. Le lundi matin apporte une enveloppe blanche et impeccable dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule ligne tapée en gras. Les filles ingrates brûlent en enfer. Le papier tremble dans ma main. Thomas appelle ce soir-là, sa voix chargée de larmes de crocodile. Mathis a demandé pourquoi Tati Hélène ne l'aime pas assez pour l'aider avec ses études. Mon neveu de 8 ans, soudainement préoccupé par le financement de l'enseignement supérieur. Chez Carrefour, le mardi. Madame Dubois, qui me connaît depuis la maternelle, examine le contenu de mon caddie et renifle. Certaines personnes se souviennent d'où elles viennent, marmonne-t-elle, assez fort pour que les autres clients l'entendent. Le coup de grâce arrive le mercredi, lorsque papa se présente à la réception de mon lieu de travail. Sa montre de retraite brillant sous les néons. Je dois parler à ma fille, dit-il à la réceptionniste avec le ton autoritaire qui m'envoyait autrefois me réfugier dans ma chambre. Urgence familiale. Je le rejoins dans le hall, les bras croisés. C'est inapproprié. Ce qui est inapproprié, c'est d'abandonner ta famille quand elle a besoin de toi. Sa voix porte jusqu'à mes collègues qui passent la sécurité. Jeudi, 10 heures. Le conseiller de près nous attend. Cette nuit-là, je fixe le plafond de mon petit appartement, calculant combien d'heures il me reste avant d'être censé signer aliéner mon avenir financier. Mon email professionnel sonne à 21h17. Poste de recherche biomédicale. Expansion de la filiale de Marseille. Candidats internes qualifiés, encouragés à postuler immédiatement. Je cligne des yeux devant l'écran. La description du poste correspond parfaitement à mes compétences. 3 minutes plus tard, Marguerite DRH m'envoie un texto. Tu as vu l'annonce? Date limite de candidature vendredi. Ton expérience sur le projet Carlton te rend parfaite pour le poste. Pour la première fois depuis des jours, je respire profondément. 500 km d'isolement géographique. La possibilité se déploie comme une carte, montrant une voie d'évasion. Je postule à minuit, mes doigts volant sur mon clavier. Jeudi arrive avec mon anxiété. Pourtant, je ne rejoins pas mon père le matin, et je ne signe rien. Cependant, la soirée arrive avec une autre embuscade. Celle-ci chez mes parents, où j'ai été convoqué pour disque. Hutais, raisonnablement. Je me fige sur le seuil, comptant les têtes. Thomas et Jessica. Maman et papa. Le père Michel. Oncle Roger et tante Sylvie. 2 anciens de la paroisse.
et ma cousine Stéphanie, qui travaille à la banque. Une intervention? Annonce Thomas. Le torse bombé de justice. Parce que nous nous inquiétons pour ton bien-être spirituel. Pendant 20 minutes, je reste assise en silence tandis que Thomas prononce ce qui ressemble à un sermon répété sur le devoir chrétien et l'obligation familiale. Mère s'éponge les yeux avec un mouchoir que je reconnais de ses représentations de théâtre amateur. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, murmure-t-elle, sa voix se brisant parfaitement au bon moment. La pièce bourdonne de murmures d'approbation. Ta grand-mère serait si déçue, ajoute tante Sylvie, bien qu'elle connaissait à peine Maminou. Quelque chose se brise en moi. Ma grand-mère m'a appris à me débrouiller seule. Tu as toujours été difficile, soupire papa. Difficile? Le mot s'échappe comme de la vapeur d'une cocotte minute. J'ai travaillé tous les étés depuis l'âge de 15 ans. J'ai obtenu ma bourse. J'ai payé mes prêts étudiants sans co-signataire ni aide familiale. J'ai aussi fait des sacrifices. Thomas se jette en avant. Il ne s'agit pas de toi. Ça n'est jamais le cas. Je me lève, surprise par la fermeté de mes mains. Et c'est bien là le problème. Plus tard dans la nuit, après la dispute et leur départ, Chloé m'aide à emballer l'essentiel dans des cartons non marqués stockés dans son garage. Il pensait vraiment qu'un cercle de prière te convaincrait de signer un prêt? Il pensait que Dieu soutiendrait leur plan financier. J'enveloppe la tasse de thé en porcelaine de ma grand-mère dans du papier bulle, le service des ressources humaines de Marseille a appelé. Ils veulent un entretien en visioconférence demain. Le vendredi matin, j'ai accepté le poste en Provence avec une augmentation de salaire significative. Marguerite a réarrangé mon emploi du temps sans poser de questions. Urgence familiale, dit-elle à mon superviseur avec un clin d'œil complice. J'ai aussi vérifié mon billet de TGV aller simple prévu pour mercredi prochain. Mon voisin âgé, Monsieur Dubois, accepte de récupérer mon courrier. J'ai dû échapper aux manigances de mon propre frère en 1982, me confie-t-il. Parfois, la distance est le seul langage qu'ils comprennent. Chaque action crée un élan. Le lundi matin, les comptes bancaires sont transférés vers des agences de la Côte d'Azur. La réexpédition du courrier est mise en place. Le même jour, j'ai effectué mon dernier paiement de prêt étudiant. J'ai célébré ce remboursement avec du champomis dans un gobelet en plastique. La symétrie me semble juste, commencer et terminer mon parcours d'indépendance financière dans la solitude. Le mardi, en vidant le tiroir de M. Mon bureau, j'ai trouvé la lettre de Maminou du jour de ma remise de diplôme. Le papier jauni se déplie pour révéler son écriture soignée. Ta vie t'appartient en premier, Hélène. Choisis sagement à qui tu en donnes des morceaux. L'amour n'exige pas la faillite de l'esprit ou du portefeuille. Cette nuit-là, je pleure pour la première fois depuis le début de cette affaire. Pas de peur ou de culpabilité, mais de reconnaissance. Dans le miroir du matin, je vois les yeux déterminés de Maminou qui me regarde. Ma lettre d'adieu me prend 3 brouillons. Ne pas m'excuser s'avère le plus difficile. Je la place dans une enveloppe adressée à mes parents, la laissant sur mon comptoir de cuisine, à côté d'un chèque de 500 € pour l'avenir de Mathis. Un cadeau? Pas une obligation. Le contrat de location pour Marseille arrive par email. Ma signature coule facilement sur le document électronique. Le poids sur ma poitrine s'allège à chaque lettre. Mon téléphone vibre avec le texto de Thomas. Papa fait certifier les papiers. Sois à la banque jeudi à 10 h. Je ne réponds pas. Je vérifie juste mon itinéraire de train une dernière fois. Départ mercredi. Aller simple. Et c'est ainsi que je suis partie ce mercredi soir-là. Le chauffeur du VTC a aidé à charger mes 2 valises à la gare après mon arrivée à Marseille. Un grand voyage? Le plus grand. Je réponds, prête à accepter ma nouvelle vie loin de ma famille. Alors que la voiture s'engage sur l'autoroute en s'éloignant de la gare Saint-Charles, je regarde la ville défiler par la fenêtre. À chaque pas qui me rapproche de ma nouvelle vie, mon sourire s'élargit.
s'étirant vers un horizon méditerranéen où personne ne m'attend, avec des papiers à signer. Le soleil de Provence inonde à travers des rideaux inconnus, alors que je m'étire sur le lit de l'hôtel où je séjourne jusqu'à la fin de cette semaine. Je déménage dans mon nouvel appartement, dimanche. Mon téléphone reste délibérément éteint, posé sur la table de chevet comme une bombe en sommeil. En ce moment, ma famille se rassemble au Crédit Lyonnais, regardant leur montre et s'irritant de plus en plus de mon absence. Ma planification méticuleuse a mené à ce moment. Je repense au dîner du dimanche en famille auquel j'ai assisté, avec des sourires forcés. La manière prudente dont je répondais aux questions persistantes de Thomas sur le prêt, avec des phrases vagues comme « Je suis encore en train d'étudier la question » et « Le moment n'est pas idéal en ce moment ». Je me souviens comment ma famille m'a forcé, en particulier mon père, les rendez-vous confirmés pour jeudi à 10h, tu seras là. Pas une question. Un ordre. J'avais hoché la tête de manière non engageante en chargeant le lave-vaisselle, gagnant un temps précieux pendant que mon plan d'évasion se solidifiait. La nuit dernière, pendant qu'il dormait dans le RS confortable maison de banlieue, je suis montée à bord du TGV 6116 pour Marseille. Alors que le train quittait les nuages de la région lyonnaise, j'ai senti le poids de 30 ans d'obligation s'évanouir. Ma poitrine se dilatait à chaque kilomètre vers le sud. J'ouvre plus grand les rideaux de la chambre d'hôtel, me permettant d'absorber pleinement la lumière méditerranéenne. 500 kilomètres me séparent maintenant de la banque où Thomas fait les 100 pas dans le hall, vérifiant sa montre toutes les 30 secondes. Mon téléphone reprend vie quand je l'allume enfin. Le barrage est immédiat. 17 appels manqués, 32 messages textes. Le message vocal de maman est le premier, sa voix tremblante. « Hélène, où es-tu » Tout le monde attend. « S'il te plaît, appelle immédiatement. » Le message de papa est sec, autoritaire. C'est un comportement inacceptable. « Appelle maintenant. » Au 5e message vocal, le ton de Thomas est passé de l'irritation à la panique. Si tu fais ce que je pense que tu fais, il y aura des conséquences juridiques. Je parcours les textos en sirotant le café du service d'étage. Le dernier de maman envoie un frisson inattendu. Nous avons contacté la gendarmerie. Tu es officiellement une personne disparue. Mes doigts hésitent au-dessus du clavier avant de taper une réponse à mon ancien superviseur au travail. Ils ont escaladé jusqu'à la déclaration de disparition, comme nous l'avions anticipé. La réponse arrive rapidement. Les ressources humaines ont bloqué leur demande d'information ce matin. Votre statut d'employé est confidentiel. Détendez-vous et profitez de la Provence. J'ouvre mon ordinateur portable et navigue jusqu'au brouillon d'email que j'ai préparé il y a des semaines. Une profonde inspiration, puis je clique sur « Envoyer ». Le compte-rendu complet de la manipulation de Thomas, de la complicité de mes parents et de la pression financière systématique que atteint maintenant notre famille élargie. Sont inclus des captures d'écran des textos de Thomas, planifiant la stratégie du dîner et de l'accès de maman à mon portail d'avantages sociaux. Mon téléphone sonne. Gendarmerie nationale de Lyon. La voix de l'officier est professionnellement neutre. Mademoiselle Chevalier, nous faisons suite à une déclaration de disparition déposée par vos parents. Je ne suis pas portée disparue, je réponds, ma voix plus stable qu'elle ne l'a été depuis des mois. J'ai déménagé pour le travail, volontairement. C'est ce que nous pensions, dit-il, avec une pointe de sourire dans la voix. Nous informerons votre famille que vous êtes en sécurité. Une notification apparaît, un message privé de Jessica, la femme de Thomas. Je comprends pourquoi tu es partie. Il fait ça à tout le monde. Sois prudente. Tout au long de l'après-midi, mon réseau de soutien s'active comme un orchestre bien rodé. Chloé confirme à ma mère, frénétique, que je suis en sécurité et en bonne santé, mais que j'ai besoin d'espace. Marguerite envoie un bref texto. Rumeur de bureau étouffée. Votre histoire de remplacement tient la route. Profitez du soleil, monsieur. Dubois,
Mon voisin âgé rapporte que mes parents se sont présentés à mon ancien appartement en exigeant l'accès. Je leur ai dit que vous aviez déménagé? Légalement? Proprement. Ils sont repartis déçus. Ma nouvelle superviseure à Marseille envoie un email de bienvenue me présentant à l'équipe. Aucune question posée sur mon changement soudain de date d'arrivée. Ce soir, ils ont organisé un dîner informel. À l'approche du soir, la façade familiale commence à montrer ses premières fissures. Betsy, une amie de l'église de ma mère, m'envoie un message. Ta mère dit à tout le monde que tu as fait une dépression nerveuse. Plusieurs d'entre nous lui ont suggéré de respecter ta vie privée. Je lui ai toujours dit que tu méritas mieux. L'oncle Franck, le frère aîné de papa, envoie un email. J'ai bien reçu tes explications. Pas surpris. Thomas a la main tendue depuis des années. La banque m'a appelé au sujet de ses précédentes demandes de prêt après ton absence. Les choses se délitent ici. Je sors sur le balcon de l'hôtel, regardant le soleil plonger vers la Méditerranée. Pour la première fois depuis des mois, un rire sincère jaillit de ma poitrine. Inattendu. Libérateur. 500 kilomètres de distance ont accompli ce que des années de conversation n'ont pas pu faire. La liberté a le goût de l'air provençal. Vif et plein de possibilités. La notification du dîner de bienvenue apparaît sur mon calendrier. Nouveaux collègues, nouveau départ, pas d'histoire. Je m'habille avec soin, appréciant comment mes épaules se sont déjà détendues, loin de mes oreilles. Alors que je me prépare à partir, un dernier texto apparaît. De Mathis, le fils de 8 ans de Thomas. Utilisant manifestement le téléphone de Jessica. Tati Hélène, quand est-ce que je peux venir te voir en Provence? Je souris en tapant ma réponse. Bientôt, mon grand. Bientôt. 3 mois plus tard, je jongle avec les projets, les réunions, les nouveaux clients. Sans que personne ne me force à faire quoi que ce soit que je ne veuille pas. Cependant, un mardi après-midi, la lettre recommandée arrive au travail. Tampon officiel, l'écriture précise de mon père. À l'intérieur, une seule page. Ta mère s'est effondrée hier. Les médecins ne sont pas sûrs de la cause. Nous avons besoin que tu rentres à la maison. Mes mains tremblent, mais mon esprit reste clair. 3 mois de soleil marseillais n'ont pas effacé 28 ans de manipulation. J'appelle directement l'hôpital de Lyon. Aucune patiente au nom de ma mère. Ils cherchent des moyens créatifs pour te faire répondre. Commente Marguerite lors de notre pause déjeuner en appel vidéo. Elle reconnaît les et tactiques de manipulation familiale mieux que la plupart des thérapeutes. On en est à combien maintenant? 5 et 3 jours, je dis en faisant défiler mon téléphone. Le message vidéo larmoyant de mère hier. Thomas utilisant son fils pour un appel vidéo de manipulation. Le curé appelant au sujet de la guérison spirituelle. Et maintenant cette lettre. Marguerite beurre son petit pain avec une précision méthodique. Ils escaladent parce que tu es en train de gagner. Le samedi matin, alors que je travaillais depuis mon appartement, une notification par email retentit. Avis juridique concernant les obligations de la fiducie familiale d'un cabinet d'avocats dont je n'ai jamais entendu parler. Une recherche rapide révèle qu'aucun cabinet de ce nom n'existe à Lyon. Mon téléphone vibre avec le nom de Thomas. Contre toute attente, je réponds. Mathis veut te dire au revoir avant que... La voix de Thomas se brise parfaitement au bon moment. Vends quoi, Thomas? Avant qu'il n'arrête de demander de tes nouvelles. Le gamin ne comprend pas pourquoi sa tante l'a abandonné? La vieille culpabilité monte, mais quelque chose de nouveau monte plus vite. La colère, nette et clarifiante. Passe-moi Mathis s'il est vraiment là, dis-je. Une pause. Il est à l'école. On est samedi. L'appel se termine brusquement. 3 autres messages arrivent avant le soir. La santé de mère décline à cause du stress de l'abandon. Les parents vendent le vaisselier en porcelaine de grand-mère qui m'était promis depuis l'enfance.
Une ancienne voisine appelle mon superviseur pour lui parler de mon comportement préoccupant à Lyon. Je suis assise dans mon appartement, les fenêtres ouvertes sur la brise côtière, et je prends ma décision. Le lundi matin, j'envoie un seul email. Appel vidéo familial, jeudi, 19 heures. Vous tous ensemble. Leur réponse afflue immédiatement. L'acceptation larmoyante de mère. L'accord S. Et vers de père. La certitude suffisante de Thomas. L'appartement se remplit de la lumière du couchant jeudi soir, alors que je dispose mon ordinateur portable avec précision. Derrière moi, pas de photos de famille. Seulement mes diplômes et mes certifications. Je me suis préparée pour ce moment comme un chirurgien pour une opération compliquée. À 19 heures précises, je clique sur « Rejoindre la réunion ». Leurs visages apparaissent dans des cases sur mon écran. Père à la tête de leur table de cuisine. Mère tamponnant des mouchoirs à côté de lui. Thomas et Jessica avec Mathis visible en arrière-plan. Le père Michel dans le coin. 3 couples d'oncles et tantes que je reconnais à peine. Hélène. Commence père. L'autorité codant sa voix. Nous nous sommes réunis en famille pour discuter de ton comportement préoccupant et... C'est moi qui parlerai en premier. Je l'interromps, ma voix plus stable qu'elle ne l'a jamais été en s'adressant à lui. Je ai préparé des remarques et des preuves qui nécessitent toute votre attention. Mère commence à protester, mais père lève la main pour la faire taire. La curiosité l'emportant brièvement sur son besoin de contrôle. Il y a 3 mois, vous m'avez prise en embuscade avec la demande de co-signer un prêt de 40 000 € pour les études de Mathis. Je commence, en partageant mon écran avec une chronologie méticuleusement organisée. Depuis lors, vous avez escaladé vers des tactiques de plus en plus désespérées, que j'ai entièrement documentées. Thomas s'avance. C'est ridicule. Nous essayons d'assurer l'avenir de notre fils. Et tu nous traites comme des criminels. Vous avez dit au Crédit Lyonnais que l'argent était pour l'éducation de Mathis. Je réponds en cliquant sur la diapositive suivante. Mais j'ai un enregistrement de toi disant à ton copain de poker que cela couvrirait tes dettes de jeu. L'enregistrement se lance. La voix inimitable de T. Oma. La prime d'Hélène est exactement ce dont j'ai besoin pour éponger mes ardoises. Une fois qu'elle aura signé, je me soucierai des études de Mathis plus tard. Le silence tombe comme un poids physique. La tête de Jessica se tourne brusquement vers Thomas. Je continue méthodiquement à travers mes preuves. Des relevés bancaires prouvant que mes parents ont des actifs suffisants pour garantir le prêt eux-mêmes. Mon historique de prêt étudiant contre l'éducation entièrement financée de Thomas. Des extraits de mon journal d'enfance documentant un favoritisme systématique. Mais le plus convaincant, peut-être, dis-je en cliquant pour avancer, est cette analyse montrant que ce schéma s'est répété tout au long de nos vies. Thomas reçoit. Je fournis. Des chambres aux anniversaires, en passant par les frais de scolarité. Le visage de père est devenu de pierre. Les larmes de mère se sont arrêtées, remplacées par quelque chose de plus dur. Tu def. Orme tout, crie Thomas en frappant la table de sa main. C'est ce que font les familles. Elles s'entraident. Comme tu m'as aidé avec mes prêts étudiants ? Je demande. Comme tu m'as aidé quand j'ai eu besoin d'un garant pour mon premier appartement ? L'aide n'a jamais circulé que dans une seule direction. Tante Mireille prend la parole depuis sa case. Robert, est-ce vrai qu'Hélène a payé ses propres études pendant que vous couvriez les dépenses de Thomas ? Père ne peut pas la regarder dans les yeux. Mes décisions financières ne sont pas la propriété de la famille. J'affirme, en regardant directement dans la caméra. Je suis prête à établir une relation à l'avenir, mais seulement sous de nouvelles conditions. La cuisine derrière ceux est si silencieuse que je peux entendre le tic-tac de l'horloge murale. Aucun contact pendant 6 mois. Je continue. Après cela, nous pourrons réévaluer en fonction du comportement de chacun. Toute tentative
De me manipuler ou de contacter mon lieu de travail remettra le compteur à 0. Père ouvre la bouche, la referme. Pour la première fois de ma vie, je l'ai rendu sans voix. Dans ses yeux, derrière la colère, vacille quelque chose d'inattendu. Du respect. Thomas se lève brusquement. C'est des cons. Le reste de sa phrase est coupé alors qu'il s'éloigne de la caméra. Mère se penche en avant, sa main tendue vers l'écran comme si elle pouvait me toucher à travers 500 kilomètres. Hélène, Elle s'interrompt, déglutie. Je suis désolée. Je n'ai pas vu ce que nous faisions. C'est la première excuse sincère que j'entends de sa part depuis l'enfance. 6 mois. Je répète, mon doigt planant au-dessus du bouton de déconnexion. À vous de jouer. Je termine l'appel selon mes propres termes, pas les leurs. Le silence dans mon appartement est différent maintenant, comme le calme après le passage d'une tempête, comme la liberté. J'étire mes bras vers le plafond de mon appartement marseillais, la lumière du soleil entrant à flot par des fenêtres qui font réellement face au ciel matinal. 6 mois dans cet espace avec un vrai salon, et je souris encore chaque fois que je traverse le parquet pieds nus. Mon téléphone vibre avec un autre message de félicitations pour ma promotion d'hier. Toute l'équipe de recherche s'est réunie avec du vrai champagne. Pas le vin mousseux de supermarché que mes parents servaient quand Thomas a eu son premier emploi après l'école de commerce. Petit déjeuner sur le balcon? M'envoie Élodie par texto. Ma voisine du dessous, devenue amie, qui accepte sans poser de questions mon besoin occasionnel de week-end tranquille. Mon nouveau cercle ici comprend que les limites ne sont pas des murs, ce sont des périmètres sains qui rendent les relations possibles. Je jette un coup d'œil à mon calendrier, où mes vacances du mois prochain à Sedona brillent en gras. Large, honte de ma prime, dépensée pour des levées de soleil dans le désert au lieu de l'obligation de quelqu'un d'autre. Le rituel paisible du café du matin, sans redouter la sonnerie familiale, me suit sur le balcon. Au travail, Kathleen, une nouvelle assistante de laboratoire, rôde près de mon bureau, serrant son téléphone. « Tout va bien ?» je demande. Ses yeux brillent. Mon frère a besoin de garants pour son prêt commercial. Mes parents me mettent la pression, mais je viens de commencer à rembourser mes prêts étudiants. Il y a 6 mois, j'aurais marmonné une sympathie maladroite. Aujourd'hui, je tire une chaise. « Ton succès t'appartient ?» je lui dis, ma voix ferme. « Tu n'as pas tort de le protéger. » Les mots coulent sans amertume. Plus tard, refuser une demande d'un collègue semble simple. Mon « non » émerge sans la culpabilité qui me tordait autrefois l'estomac. À la maison, la lettre de Maminou est encadrée à côté de mes diplômes. Ta vie t'appartient en premier. Elle n'est plus cachée dans un tiroir, mais exposée fièrement, comme la femme que je suis devenue. Des séances de thérapie bimensuelles m'ont aidé à comprendre les schémas gravés dans mon enfance. La dynamique de l'enfant en or n'est ni votre création, ni votre responsabilité, m'a rappelé ma thérapeute la semaine dernière. La prise de conscience a atterri différemment qu'auparavant. S'est installée plutôt que de piquer. Les week-ends incluent maintenant du bénévolat dans un programme d'alphabétisation financière pour les femmes. Dimanche dernier, j'y ai rencontré Eric, un développeur de programmes dont les questions douces ne sondent jamais au-delà des limites que j'offre. Sa main dans la mienne ressemble à une invitation, pas à une exigence. Des cousins du côté de ma mère ont repris contact après mon départ, des ponts familiaux distants reconstruits sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Hier soir, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé au prêt depuis des semaines. L'espace qu'il occupait autrefois est maintenant rempli de vie réelle. Les lettres de mère arrivent maintenant tous les mois, hésitantes au début, puis de plus en plus sincères.
Je n'ai jamais considéré à quel point nous vous traitions différemment, toi et Thomas, a-t-elle écrit récemment. Le silence obstiné de papa s'est adouci en brefs messages textes sur la météo et les résultats de foot. De petits pas à travers un large fossé. De Chloé, j'apprends que Thomas fait face à une saisie immobilière sans mon filet de sécurité financier. Jessica a amené Mathis en visite le mois dernier, sans le dire à Thomas. Sa rébellion silencieuse contre des années de complicité avec ses exigences. L'automne approche, et ma table à manger accueillera la famille que j'ai choisie. Élodie, des collègues, des voisins devenus amis. Marguerite vient la semaine prochaine, lors de son voyage, pour célébrer sa retraite. Chloé arrive en TGV jeudi, préparant déjà son toast à la femme qui s'est choisie. La lettre de félicitations de M. Dubois est posée sur mon bureau, son écriture soignée me rappelant que le courage prend différentes formes à chaque âge. Hier marquait l'anniversaire de ma liberté avec un petit gâteau, une tradition que je continuerai chaque année. Ce matin, j'ai ouvert un compte d'épargne spécifiquement pour l'éducation de Mathis, selon mes termes, mon choix, la note que je lui donnerai pour son 16e anniversaire déjà rédigée. Ton avenir t'appartient, mais le soutien devrait être offert librement. Adieu. Je ferme mon ordinateur portable sur le projet terminé d'aujourd'hui, en portant mon thé sur le balcon. La Méditerranée s'étend devant moi, vaste et scintillante. Debout, les bras étendus, le visage réchauffé par le coucher du soleil, je comprends enfin que la liberté n'est pas l'absence de famille, mais la présence du choix. Avez-vous déjà dû établir des limites fermes avec votre famille? Comment ont-ils réagi quand ils ont réalisé que vous ne reculeriez pas?